Disney ferme définitivement les portes de son hôtel immersif Star Wars Galactic Star Cruiser pour le convertir en hôtel plus classique, car ils avaient, je cite, du mal à remplir les chambres. Et en même temps, entre 5 et 6 000 balles les deux nuits, tu m'étonnes. Bon alors vous étiez dans un vrai petit vaisseau Star Wars apparemment, et on pouvait avoir des interactions avec des personnages cultes de la franchise comme Chewbacca, mais bon, si j'ai envie d'interagir avec un type velu un peu gueulard, j'ai qu'à payer 3 verres à mon pote Jésus, portugais qui tient mal l'alcool, je suis sûr que si j'y file 20 balles en plus, il me réveille le lendemain matin en me jetant un sabre laser dans la gueule, à la Skywalker. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 400e JT Comics en 403 semaines consécutives, mais on n'est pas là pour sabrer le champagne et je posterai ma vidéo de mon trio tactile entre moi, ma crème Nivea Skincare et mon miroir sur le même site où beaucoup iront regarder les scènes de la nouvelle série avec Lily Rose Depp, et je ne parle pas d'HBO Max. C'est donc le 400e JT Comics. J'étais en train de réserver mon billet pour l'avant-première de The Flash quand j'ai tout mis en pause parce que j'ai reçu une notification comme quoi Stephen King et Jaden Smith s'étaient prononcés sur le film. Heureusement que comme Tom Cruise, ils ont trouvé que c'était bouleversant, magnifique, merveilleux et tous les superlatifs du monde. Mais j'ai quand même annulé ma réservation en attendant de voir ce qu'en pensent Brigitte Macron et Tex. Alors là, je ne sais pas si Barry Allen pourra courir aussi vite que ce train de la hype qu'ils sont en train de fabriquer artificiellement. On verra bien. En attendant, embarquons pour les news de la semaine. Scarface. L'acteur Ben Barnes, qui incarnait Billy Russo alias Jigsaw dans les 2 saisons du Punisher sur Netflix, a déclaré qu'il aimerait revenir sur le personnage et le réinterpréter, mais cette fois avec un visage beaucoup plus massacré. Mais alors attention, tu te réveilles un petit peu tard parce que certes, tu jouais très bien, monsieur Barnes, mais c'est pas les cicatrices qui manquaient. T'aurais pu ressembler à Jack Lang ou à une influenceuse qui a fait confiance à un chirurgien charcutier. Ça aurait pas donné une meilleure écriture pour le personnage et je me serais contenté de France.tv si j'avais voulu regarder en thérapie. J'aurais pas dérangé Netflix. Avec ces histoires d'amnésie, de psychothérapie et de Rousseau qui se comportent quand même toujours de la même façon, ils ont inventé le Forget and Retry. Non, un Jigsaw, un bon Jigsaw, c'est celui du Punisher Warzone, interprété par Dominic West, qui mériterait le film d'être tenu en meilleure estime parce que c'est l'adaptation qu'il faut pour un Punisher. Ils ont rien cherché à édulcorer, c'est pas un Punisher adapté pour les enfants parce que tout simplement ce n'est pas possible de faire cela. C'est un Punisher violent qui adapte des comics violents, qui sait parfois être dans le too much, mais parce que c'est aussi le rôle du personnage. Tout a été bien pensé pour adapter cet anti-héros de l'univers Marvel et j'en profite pour rendre hommage à l'acteur Ray Stevenson qui a su l'incarner à merveille, parti trop tôt cette semaine à l'âge de 58 ans. Kev et James. Petite actu ciné cette semaine avec James Gunn qui se retrouve pris au piège du type qui lance du pain à ce qu'il croit être un seul pigeon avant d'en voir débarquer 10 000 de nulle part. C'est un petit peu le comportement qu'avait James Gunn en répondant à des tweets pour confirmer, infirmer certaines rumeurs sur le DCU dont il est le nouveau patron. Mais du coup ça engendre toujours plus de tweets de types qui veulent prêcher le faux pour savoir le vrai. Donc il a dit qu'il arrêtait. Et la meilleure partie de son tweet, c'est quand même quand il dit qu'il est en pleine phase de découpage du film Superman Legacy. Alors vraiment le storyboard, c'est une phase passionnante quand on voit le scénario prendre vie avec quelques traits sur du papier. J'ai récemment regardé le storyboard de l'épisode Jibaro de la saison 3 de Love, Death, Robots par l'excellent Alberto Mielgo. Et à chaque fois que je vois ça, je me dis on est très très chanceux, on ne réalise pas à quel point on a de la chance d'avoir les artistes. C'est quand on n'en aura plus, quand on le verra. Ils sont précieux et j'espère que Gunn nous postera beaucoup de making-of de cette phase précise là. Et puis attention, Kevin Feige qui s'est cru dans un concours de tub, mais à la confiance puisqu'il a déclaré qu'il avait le plaisir de partager avec nous que même les plus petites séries du MCU rassemblent beaucoup plus de spectateurs que les séries les plus regardées chez les services concurrents. Souvent 2 à 3 fois le nombre de téléspectateurs, aussi grâce à l'international, nous dit-il. Alors ok, Rocco Siffredi, mais quand il faut avoir le plaisir de partager avec nous les chiffres, là il n'y a plus personne, un peu comme quand on demande à mon beau-frère de prouver qu'il était bien à l'enterrement de sa grand-mère la veille alors qu'on sait tous que les deux sont mortes depuis 10 ans. Ça vient aussi poser la question de qu'est-ce qu'une petite série. Est-ce que pour lui ça veut dire les séries nulles, celles qui marchent le moins, celles qui intéressent le moins de personnes? On sait que sur Netflix par exemple, Wednesday, la série Mercredi, avait rassemblé 150 millions de foyers dans le premier mois environ d'exploitation. On sait aussi que la série Miss Marvel avait réuni 750 000 téléspectateurs les 5 premiers jours. Donc ça m'étonnerait quand même qu'on ait entre 300 et 450 millions de téléspectateurs pour les aventures de bébé Brindille sur Disney+. On verra ce qu'il en est de la saison 2 de Loki qui sortira le 6 octobre prochain et de la saison 1 d'Echo qui elle sera toute lâchée dans son intégralité le 29 novembre prochain. Changement de stratégie.
casse de vie. Et dans l'actu purement comics de la semaine, Marvel crée la surprise en annonçant la republication de ses comics Rome. Marine Le Pen et le duo d'Éric, Zemmour et Ciotti ont préparé des petits tweets enragés en disant que s'ils avaient envie de lire des histoires de mendiants, il suffisait d'adapter les aventures de Valérie Pécresse en BD franco-française, avant de réaliser qu'en fait il s'agit de science-fiction et des jouets Hasbro dont les aventures avaient constitué environ 75 chapitres à la fin des années 70 chez Marvel Comics. On avait même eu pas mal de crossovers avec des héros Marvel. Le premier omnibus rassemblera les origines, c'est écrit par Bill Mantlo, Steven Grant, dessiné par Sal Buscema, entre autres, et on verra si ça présage d'un retour sur le devant de la scène pour le Chevalier de l'Espace, ou juste d'un gros kiff pour ceux qui sont nostalgiques de cette période. Toujours chez Marvel, on sait qui succédera au scénariste Chip Zdarsky pour prendre en main les aventures du diable d'Hell's Kitchen, d'Elektra, et on sait que ça sera Saladin Ahmed et Aaron Kuder pour les dessins. Ils promettent évidemment une approche inédite pour le personnage, pour Elektra et pour tout son univers. On verra, les couvertures sont signées John Romita Jr. Certains crieront qu'il s'agit de Baudra, d'autres parleront de punaise de lit. On verra. Et deux cultures rentrent en symbiose avec le mangaka Taegami qui vient créer un nouveau symbiote à l'occasion du Death of Venomverse, le grand événement qui verra Carnage, probablement qui s'est découvert une passion pour Elden Ring, venir essayer d'être le nouveau roi en noir à la place de Null, alors qu'on sait très bien que cette couleur ne lui va pas du tout, et qui va chercher à tuer tous les symbiotes dans tout le multivers. Là, celui-ci, ça sera un petit garçon du Japon du Xe siècle qui, pour sauver son village, va accepter de se lier à un symbiote qui s'appelle Clinter. Le petit s'appelle Kintaro, ça sera Kid Venom, un tout nouveau symbiote dont il me tarde de lire les aventures. Il me tarde aussi de lire le retour de l'univers Ultimate dans les comics Marvel, qui est orchestré par celui qui l'avait fait disparaître dans les secondes guerres secrètes, Jonathan Hickman, Brian Hitch, donc qui grâce au Red Richards maléfique, le Maker, vont essayer de ramener cet univers Ultimate, quitte à mettre en péril l'univers Marvel tout entier. J'y crois moyen à ça, mais bon, on verra bien, ce sera du Hickman, on va se régaler. Il y a le retour des Illuminati en plus. Et puis c'est complètement ironique, mais chez DC, les héros vont se foutre à poil dans un comics de chiens. Alors c'est nullement un jugement de valeur pour tous ceux qui se foutraient de la guéguerre entre James Gunn et Zack Snyder, puisque eux, de toute façon, préfèrent les adaptations d'Axel Brown. Non, c'est littéralement un comics de chiens, puisque c'est Gnort, le Green Lantern canin, qui va être la vedette, le fil rouge, le pelage soyeux de ce récit complet qui viendra compiler les meilleurs swimsuit covers, donc les couvertures où les super-héros d'ici sont en maillot de bain, et où il y aura quand même quelques histoires inédites, notamment un récit de 8 pages sur le pingouin. On verra si c'est là qu'il découvre qu'on peut arrêter de faire ventouse en s'asseyant sur la banquise juste en mettant un string de bain. En tout cas, ça fait plaisir de voir que Batman ne change pas. Il est ok pour avoir la pipistrelle apparente, mais toujours pas le visage. Ça va créer un drôle de bronzage. On souhaite bon vent à un éditeur iconique du pôle Superman, Mike Carlin, qui prouve quand même que la retraite est bien plus efficace que la cancel culture quand on est accusé de harcèlement sexuel par plusieurs collègues avec lesquels on travaillait. Entre lui, Eddie Berganza, Julius Schwartz et les autres, espérons que le milieu s'assainisse enfin. Et en parlant de milieu, justement, en parlant des Eisner Awards, les Oscars des comics et les nommés pour les prochains sont tombés. Alors c'est toujours délicat ce genre de cérémonie, puisque en choisissant, on oublie plein d'autres mondes qui mériteraient de figurer dans la liste des nommés. Et si elle vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et puis enfin, chez les indés, Jeff Lemire annonce la fin de Black Hammer, qui sera en fait le début d'une toute nouvelle phase pour cet univers indé qu'il a commencé à publier en 2016. Et puis la nouvelle qui m'a fait le plus triple demi-mollet cette semaine, c'est l'annonce de la nouvelle série de Rick Remender, dessinée par Max Fiumara, mise en couleur par Dave McCaig, The Sacrificer, et ça racontera une utopie dans laquelle 5 familles parviennent à faire un monde merveilleux, oui, mais au prix d'un sacrifice d'enfants par foyer. Donc c'est complètement foireux, à tel point que une petite veut faire tomber cette fausse utopie. Elle va s'allier avec un garçon qui lui est le fruit d'une famille qui ne l'aime pas et qui va donc le sacrifier. Ça promet, ça c'est Day One, jour 1, je suis traducteur. L'international. Vous le sentez, ce petit fumet de révolution dans les milieux artistiques en ce moment, ça se passe de partout dans le monde, même au Japon, où des artistes qui ont travaillé sur les animés de Death Note, de Trigun Stampede, s'unissent, créent la Nippon Anime Film Culture Association pour venir défendre leurs droits et lutter contre justement les conditions de vie misérables dans lesquelles sont plongés les animateurs au Japon, qui est pourtant une industrie complètement florissante, mais au profit
très mal partagée avec des heures de travail immenses et un salaire ridicule comparé à ça. Ils disent que c'est devenu la norme pour des artistes qui voudraient travailler dans ce secteur-là de savoir qu'ils vont passer une vie misérable, hein, et il faut absolument briser ce schéma de pensée-là. Elle lutte aussi contre de nouvelles dérives comme celle de l'intelligence artificielle qui vient pomper les meilleurs artistes comme Pépé Larraz tout récemment pour venir revomir quelque chose qui ressemble à peu près à leur dessin mais sans aucune âme, hein, et forcément les artistes qui sont payés au lance-pierre ça peut leur donner quelques petites idées comme Rui Arai Zumi qui pour illustrer une page complète de Lina dans Slayer se serait servi de l'intelligence artificielle, hein, et je savais pas qu'il y avait des détecteurs d'intelligence artificielle en ligne, j'ai rentré une photo de mon beau-frère, hein, ils m'ont dit non on ne détecte aucune intelligence que de la stupidité bien réelle. Ah c'est très très fort, hein, j'étais surpris, hein. Bon on a besoin d'artistes forte tête pour arriver à se faire respecter dans ce milieu, on a besoin d'artistes comme ceux qui ont interrompu le discours de David Zaslav, le patron de la Warner Discovery à l'université de Boston, en demandant de payer tout simplement les scénaristes qui sont en grève, hein. Il a déclaré que lui il supportait les réclamations des scénaristes. J'ai l'impression que tous les studios sont ok, mais alors faites bouger les choses. On pense aussi au papa du scénariste Grant Morrison qui dans les années 70 avait refusé un chèque d'indemnité après avoir été remercié, viré de son job dans une imprimerie, qui avait lancé une grève en solitaire complètement. Il venait chaque matin pendant 5 mois et peut-être plus devant son lieu de travail pour distribuer ses tracts et pour accrocher ses pancartes à des cerisiers, hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que son fils aussi a une forte tête et qui elle a su partir en grève lui aussi quand on lui a demandé d'être simplement un ouvrier qui imitait Alan Moore et qu'elle est devenue l'excellent scénariste qu'on connaît désormais, notamment sur la série Animal Man. Force à tous ceux qui luttent, les artistes et puis les autres. Lisez, parlez-moi un petit peu de vos lectures dans les commentaires. Moi d'abord je tiens à remercier Manu et Catherine de Nîmes, hein, la librairie Pop-Up et compagnie. Je tiens à remercier Daniel et toutes les équipes du cinéma Le Sémaphore. Je me suis régalé à la projection de V pour Vendetta, à la rencontre en librairie ensuite, le quiz. Merci à tous ceux qui sont venus. Il y avait des têtes connues. Merci à Vivien pour son sublime album, son petit cadeau là du Punisher, enfin de LL Cool J en fait, LL Castle J, hein, les variantes hip-hop de Marvel Comics, mais il y a un vrai vinyle à l'intérieur et en plus du bon LL Cool J. Donc merci à tous, hein. Je vous dis pas comment c'est dur après avoir lu V pour Vendetta et avoir encore observé encore une fois et découvert encore des trucs dans cette œuvre formidable de Lloyd et de Moore, de passer au crossover Dark Web, hein, qui vient mélanger Madeline Pryor, Ben Reilly et bon... Je n'ai même pas envie d'utiliser de la bande passante pour en parler, hein. J'ai lu que les 2 tiers et on va dire que celui qui a de l'espoir en moi espère que le dernier tiers viendra me réembarquer et que je trouverai la chose grandiose. J'en doute, mais je vous tiens au courant, hein. 400 JT Comics, et avec les chiffres ronds, on se sent vite con, obligé de dire plus de merci, comme si j'avais pas déjà 399 raisons de vous remercier de votre fidélité et de votre soutien. On se sent obligé de faire quelque chose en plus, alors que je n'avais ni forcément l'idée et encore moins le temps de mettre quelque chose en œuvre, mais tant que les news sont livrées, eh bien ma mission est réussie, hein. Et si vous êtes impressionné par quasiment 400 semaines de fidélité consécutive, de JT Comics, de travail amusant, d'amusement fait sérieusement, gratuitement en tout cas, hein, puisque toi qui as Adblock tu l'as pas remarqué, mais aucun JT n'a été monétisé, eh bien vous serez d'autant plus impressionné la semaine prochaine pour le 401e. C'est la fin de ce JT Comics, merci à tous ceux qui l'ont suivi, merci à tous ceux qui mettent des pouces bleus, qui partagent sur Facebook, qui tweetent, qui retweetent, hein, qui m'incorporent dans vos stories Instagram, je vois tout et ça me fait vraiment chaud au cœur, hein, 400, 300, 99, peu importe. N'hésitez pas à réagir sur YouTube dans les commentaires où je lis chacun d'entre vous, ou bien sur les réseaux sociaux, c'est là que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis presque 8 ans maintenant. Je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Marseille, un sexagénaire tire en l'air à la sortie du métro. Alors je précise déjà que c'est avec un flingue et qu'en plus ce flingue était chargé à blanc. Lors de l'interpellation, il aurait déclaré « J'ai vu le film The Flash et il était tellement bien que j'ai voulu célébrer ça comme si on était à Marseille, au Texas. » Yeeha!